Je crois que les premières élections ont été des élections légitimes. Le résultat ne peut pas être contesté. Les premières élections. Les deuxièmes élections, je n'étais plus véritablement branché sur le sujet. Je voyais ça évidemment de loin, en mettant ami du Congo. Pas de loin, mais enfin, je veux dire que les deuxièmes élections m'ont paru moins crédibles. Okay. Il y a eu des courants en sens divers, et donc je n'ai pas beaucoup apprécié la manière dont ça a évolué. Je dois dire que pendant la première période et pendant toute la transition, c'est vrai que j'avais de nombreux contacts avec Joseph Kabila, et j'essayais chaque fois d'aider, de l'amener à rassembler, à réunir les gens, à essayer de les faire collaborer. Et je crois que ça se passait plutôt bien. À la pour son deuxième mandat, manifestement, les contacts se sont beaucoup distanciés. On n'a plus les mêmes contacts. Je pense que j'ai toujours eu l'impression qu'il avait une sorte d'attitude un peu méfiante, ou en tout cas... et donc, nos rapports se sont fort distendus. Ceci étant dit, moi, je n'ai jamais été le parrain de personne. J'ai parlé avec tout le monde. J'ai toujours essayé de ramener les gens, de les rassembler, de les réunir et de faire en sorte qu'ils puissent collaborer entre eux. Chers amis, je vais vous laisser suivre cette vidéo de Louis Michel. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis Michel, il fut 7 fois député européen, mais il est belge de nationalité. Il a été même ministre des Affaires étrangères du gouvernement belge à une certaine époque. Il a été sénateur belge. Il a été aussi commissaire européen du côté pour le compte de la Belgique. Il a joué un très mauvais rôle sur la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et selon les informations à ma possession, il fait partie des Belges qui ont installé Joseph Kabila au pouvoir. Ça fait plus de 8 ans qu'il n'a plus de poste, qu'il ne passe plus à la télé, et curieusement, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle il est en train de parler du bilan mitigé de Joseph Kabila, et il est en train de critiquer fortement l'administration de Tshisekedi. Il est en train de critiquer fortement les changements de la Constitution. Il est en train de critiquer fortement le changement de la Constitution qui veut prôner l'administration de Félix Tshisekedi. Il a même dit que la démocratie a beaucoup régressé avec Tshisekedi, surtout avec la liberté de la presse et aussi avec la fuite de beaucoup d'opposants vers l'étranger. Je vais vous laisser suivre et puis on va se retrouver juste après. Des accords de paix à l'intérieur du Congo avec les différents responsables politiques de l'époque, et donc que là, j'ai vraiment essayé de mettre tous mes efforts pour qu'il y ait un accord de paix, et je crois pouvoir dire que là, c'est vrai que j'ai eu un rôle réel au niveau de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que jusque-là, la communauté internationale ne s'impliquait plus dans la question de la RDC. La RDC n'était plus à l'agenda des grandes réunions internationales, que ce soit les Nations Unies ou l'Union Européenne. Quand je suis devenu ministre, j'ai mis un point d'honneur à estimer que nous avions une responsabilité, nous, en tant que Belges, en tant qu'anciens colonisateurs, à essayer de tout faire pour améliorer le sort des Congolais et pour ramener la pacification au Congo. Et que là, j'ai multiplié les contacts, multiplié les réunions à tous les niveaux pour créer cette dynamique d'entente et de paix. C'est un fait. Alors, on m'a dit, mais on m'a reproché, dans le fond, d'avoir des discussions avec Kabila. Mais avec qui vouliez-vous que j'aie des discussions? Si je voulais amener la paix au Congo, il fallait bien que je parle avec celui qui, légitimement ou pas, était en charge de la fonction présidentielle. Je dois vous dire que je suis intimement convaincu aujourd'hui que très rapidement, Joseph Kabila a manifestement grandi. Et que
j'ai senti en tout cas, avant les premières élections, qu'il avait une vraie envie de faire du bien et qu'il avait vraiment la volonté d'apaiser, etc. Bon, tout ça nous a conduit à un accord de paix, finalement, avec une répartition du pouvoir. Avec 4+1. Oui, 4+1. Et donc, et je crois que les premières élections ont été des élections légitimes. Le résultat ne peut pas être contesté. Les premières élections. Les deuxièmes élections, je n'étais plus véritablement branché sur le sujet. Je voyais ça évidemment de loin, en mettant un du Congo. Pas de loin, mais enfin, je veux dire que les deuxièmes élections m'ont paru moins crédibles. Okay. Il y a eu des courants en sens divers, et donc je n'ai pas beaucoup apprécié la manière dont ça a évolué. Je veux dire que pendant la première période et pendant toute la transition, c'est vrai que j'avais de nombreux contacts avec Joseph Kabila, et j'essayais chaque fois d'aider, de l'amener à rassembler, à réunir les gens, à essayer de les faire collaborer. Et je crois que ça se passait plutôt bien. À pour son deuxième mandat, manifestement, les contacts se sont beaucoup distanciés. On n'a plus les mêmes contacts. Je pense que j'ai toujours eu l'impression qu'il avait une sorte d'attitude un peu méfiante, ou en tout cas, et donc nos rapports se sont fort distendus. Ceci étant dit, moi je n'ai jamais été le parrain de personne. J'ai parlé avec tout le monde, j'ai toujours essayé de ramener les gens, de les rassembler, de les réunir et de faire en sorte qu'ils puissent collaborer entre eux. Et je dois vous dire que si j'ai une déception, c'est une grande déception. C'est laquelle la déception ? C'est que la plupart des acteurs politiques n'ont pas toujours saisi le besoin, la nécessité de dépasser leurs objectifs personnels pour voir l'intérêt des Congolais. Moi, je n'ai qu'une passion au RDC, c'est faire en sorte que ce peuple magnifique, que ce pays qui a un potentiel unique au monde, en ressources humaines, en ressources naturelles, en richesses naturelles, que ce pays puisse offrir à son peuple ce que son peuple mérite et que son peuple attend depuis tant de décennies. Et donc, j'ai les meilleurs rapports avec tous les acteurs du Congo. Pour le moment, je suis un peu inquiet parce que je sens que actuellement, il y a manifestement une tentative de jouer avec la Constitution. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Je pense que ça, ce serait dommage, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une alternance qui s'est faite. Lorsque Kabila a eu fini ses 2 mandats, il a passé le flambeau à Félix Tshisekedi. On a quand même craint qu'il ne puisse aussi jouer au niveau de la Constitution. Il ne l'a pas fait, et donc il a assuré l'alternance. Je pense que c'est quand même un élément qu'il faut saluer. Maintenant, je constate qu'il y a manifestement des tentations du régime actuel de M. Tshisekedi. On va y revenir tout à l'heure, M. Louis Michel. Mais comment jugez-vous aujourd'hui son bilan, le bilan de Kabila, de 2006 à 2018? Comment avez-vous trouvé? Je pense que la première période était plus rassurante au moment où il a été élu, etc. Les 5 chantiers, tout ça, j'y ai beaucoup cru. Il y a eu manifestement une grosse difficulté à mettre ça en œuvre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas profité de cette stabilisation et de cette légitimation électorale pour aller au bout de la mise en œuvre des chantiers et des idées et des projets. J'ai d'ailleurs... Je me rappelle lors de la première investiture de Joseph Kabila, l'Europe amenait une enveloppe qui était relativement élevée, et les États-Unis aussi, chose Wolfowitz, aussi, ça faisait quand même un paquet d'argent, et il suffisait d'avoir un programme, un plan de développement pour pouvoir bénéficier immédiatement de cet argent. Je dois dire que de ce point de vue-là, je suis un peu déçu. Le deuxième mandat, je dois dire que là, je pense qu'il y a eu
je ne peux pas mettre des responsabilités sur le deuxième mandat, mais je trouve que c'était beaucoup moins prometteur, disons. On avait l'impression qu'il était plus important de durer que de transformer l'essai. Bon, alors je ne sais pas, je ne jette pas l'anathème sur personne. Je pense que souvent c'est le cas. Quand une présidence, c'est pas seulement la qualité du président, c'est aussi la qualité des gens qui entourent, etc. Et donc, on peut parfois se poser la question de savoir si, de ce point de vue-là, le compagnonnage a été suffisamment fort et a été suffisamment inspirant. Très bien. On va parler à présent du retour médiatique de Kabila. Comment analysez-vous sa sortie médiatique dans la Libre Belgique? Je pense que vous l'avez lu. Kabila a analysé, bien évidemment, la situation en République démocratique du Congo. Il a parlé de la soudanisation plutôt que de la balkanisation. Quelle est votre analyse par rapport à ça? C'est une interview parmi tant d'autres. Je pense que ce n'est pas inutile que les différents acteurs congolais s'expriment, notamment dans la presse belge, parce qu'on est quand même directement concerné, directement attentif à ce qui se passe au Congo. Et donc, moi je pense que, voilà, il a bien fait de s'exprimer, mais je dois vous dire que il y a quelque chose qui me trouble, par exemple, cette condamnation me paraît quand même... Enfin, ça vient bouleverser un petit peu les équilibres naturels et la dynamique, je dirais la dynamique œcuménique dont on a besoin au Congo. Moi, je rêve que tous ces acteurs politiques, à un moment donné, entrent dans une tentation vertueuse et cherchent d'abord la stabilité du Congo politiquement, la prospérité économique du Congo et la création enfin, vraiment la concrétisation enfin d'un État congolais avec toutes les fonctions régaliennes qui vont avec. Parce que le Congo, c'est un peuple magnifique d'ailleurs. Le Congo, c'est un pays. Et malgré toutes les tribus et toutes les ethnies qu'il peut y avoir, c'est un peuple, le Congo. Et j'ai le sentiment, vraiment, que ce n'est pas un État. Les grandes institutions qui font qu'un État, dans le fond, puisse fonctionner, même quand le politique n'est pas là. Les grandes fonctions régaliennes, la justice, l'armée républicaine, la santé, l'éducation, la culture, tout ce qui fait un État, tout ce qui fait le caractère pérenne d'un État, je pense que ça n'a pas encore été réalisé au Congo. Et je pense aussi que si les plus grands manquements, c'est en fait ça, c'est le fait qu'il n'y a pas d'État réellement au Congo. En tout cas, pas un État au sens régalien du terme. Vous avez des États en Afrique, il y en a. Malheureusement, le Congo, c'est encore très déficitaire. Mais pourquoi la Belgique n'aide pas le Congo à devenir État? La Belgique a tout fait pour aider le Congo. Je suis désolé, c'est facile de... Vous voyez, mais même vous réagissez mal. La première chose que vous faites, vous dites, pourquoi la Belgique? Mais c'est pas la Belgique de régler le problème. Non, par rapport aux relations dont vous avez évoqué tout à l'heure entre nos deux pays. Non, je suis pas d'accord avec ça. Il faut que le Congo, que les Congolais, que les élites congolaises, que la jeunesse congolaise, que les responsables politiques congolais commencent d'abord par se dire qu'est-ce que nous n'avons pas, nous, fait de bien pour que la situation soit ce qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Ne cherchez pas toujours chez les autres où est le problème. Exactement. Que nous ayons des responsabilités du point de vue comme ancien colonisateur, évidemment, que je reproche à mon pays de ne plus s'être intéressé au Congo pendant longtemps. Avant que je n'arrive, on ne s'y intéressait plus. Et il y avait même une sorte de ressentiment négatif des Belges à l'égard du Congolais, et même des autorités belges. Tout ça, je l'ai condamné, et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite voulu changer ça. Parce que je sens qu'on avait une responsabilité, bien entendu. Et donc, je pense qu'il faut maintenant que les Congolais
affirment véritablement leur autonomie, leur appropriation. Si le Congo va mieux demain, ce sera d'abord grâce aux Congolais et grâce aux autorités congolaises. Il ne faut pas tout le temps attendre des autres. Et il y a une propension d'ailleurs au Congo. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que assez souvent, quand quelque chose tourne mal ou quand il y a un problème, c'est toujours la faute aux autres. C'est la faute au Rwanda, c'est la faute aux colonisateurs, c'est la faute aux voisins, c'est la faute... Non. Quelle est notre responsabilité? Très bien. Je pense qu'il faut maintenant que tous les acteurs congolais, ils sont de qualité, que tous les acteurs congolais se mettent autour d'une table et qu'ils décrètent entre eux comment ils vont mettre en place un programme, un projet, une vision de leur pays. Ils ont des ressources naturelles qu'aucun pays n'a au monde. Aucun. Soit dit en passant, ils sont occupés à le brader dans un accord assez nébuleux avec M. Trump. Bon. On va y revenir. Donc je ne comprends pas bien. Alors pourquoi ne pas utiliser? Pourquoi on avait proposé tout ça? Oui. Je me rappelle du temps de la présidence belge, il y a plus de 20 ans, on avait proposé de créer un fonds des ressources naturelles. Avec M. Verhofstadt, on avait même proposé que si on mettait 1 euro congolais, on mettrait 1 euro européen. Bon, pour grossir ce fonds. Toujours pas de fonds. Mais les ressources naturelles sont toujours exploitées pourtant. Et donc, il faut, c'est pour ça quand je vous dis, il faut un État régalien. Un État régalien, c'est ce qui permet aussi d'éviter, si vous voulez, de soumettre la richesse congolaise ou les ressources naturelles congolaises à toutes sortes de prédations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ça, c'est la loi. Vous ne pouvez pas avoir un État sans loi. Et donc, je pense que ce qu'il faut le plus possible maintenant, c'est consolider cet État. C'est faire en sorte qu'il y ait une armée républicaine, que les soldats soient payés, que leurs soldats soient payés, que ces enseignants soient payés, que les juges soient payés. Tout ça, ça fait un État. Et je pense que c'est encore beaucoup trop déficitaire. Et ça affaiblit l'État. Ça rend l'État très faible et très fragile. Parce que surtout un grand pays comme le Congo, c'est pas facile de gouverner le Congo. Il faut peut-être même penser à des formules institutionnelles un peu plus réalistes aussi. Il faut un peu penser à tout ça. Dernièrement, j'ai reçu une délégation de Congolais ici, comme j'en reçois tout le temps. Ils sont venus me demander pour voir comment on pourrait créer un État fédéral congolais. Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Simplement, c'est vrai que ça n'est pas idiot de réfléchir, en tout cas, je ne sais pas si ça une fédération, mais de réfléchir à une sorte de construction institutionnelle qui rendrait un peu plus facile la gestion d'un pays aussi grand, aussi gigantesque. C'est une autre question qu'on peut se poser. Ce n'est pas interdit de se poser des questions. Exactement. Merci beaucoup. On va continuer toujours dans sa sortie médiatique. Kabila a attaqué la Belgique. Je cite, à la lui rouvant le chose, je pense que la Belgique est en train de se disqualifier. Sa capacité à accompagner l'actuel régime étonne. La Belgique doit se ressaisir et je constate que chez vous, il y a des gens qui sont conscients de tout ça. Ils essayent petit à petit de corriger le tir. Je veux aussi dire bravo à la justice belge qui s'intéresse au rôle néfaste de nombreux citoyens belges au Congo. Mais la Belgique a aussi cette capacité de se remettre en cause. C'est en tout cas ce que je souhaite, a dit Joseph Kabila dans La Libre. Quelle est votre réaction par rapport à ces accusations très directes de Joseph Kabila à la Belgique? Mais je pense que ça vient du fait, sans doute, de ce que la Belgique n'a pas réagi par rapport à la manière dont ça se passe pour le moment au Congo. Et moi, je n'ai pas envie de jeter des anathèmes contre le régime congolais actuellement. Je veux simplement dire que, à partir du moment où il y a manifestement une tentation de revoir la Constitution pour peut-être ouvrir la possibilité à un mandat supplémentaire qui n'est pas constitutionnel aujourd'hui, on peut quand même s'interroger. Ça ne me paraît pas quand même être la meilleure façon de préparer l'avenir, en tout cas de respecter la Constitution, de respecter les lois. Il y a manifestement des questions qu'on peut se poser sur la manière dont les opposants sont traités. Vous savez, quand je vois que quelqu'un comme M. Katumbi, par exemple, a du mal à...
a du mal à avoir un passeport, avoir un visa, etc., c'est quand même des comportements qui ne me paraissent pas être adéquats dans un pays qui se veut démocratique. Bon, et c'est un peu, je pense que la manière dont les opposants sont traités, dont la presse est traitée, dont la justice est donnée, ou est assurée, oui, pose un certain nombre de questions, et je suppose que c'est à ça qu'il fait référence. Il a le sentiment que la Belgique ne condamne pas tout ça. Je pense que, enfin, moi je suis assez solidaire de la position de M. Prévost, qui essaye d'aider et qui essaye de jeter des ponts plutôt que de condamner. Donc il y a là une attitude de prudence, et je dirais de prudence positive. Bon, alors, vous savez, je reviens toujours à la même chose. Et ça vaut pour M. Kabila. C'est un message d'adresse de M. Kabila, de M. Tshisekedi, de M. Fayoulou, de Matata, de Katumbi, Sesanga, Kabound, les autres. Oui, tous ces gens-là. Donc, moi, je ne vous cache pas que je suis assez... par exemple, quand je parle avec M. Katumbi, je suis assez... assez optimiste en fait. Je me rends bien compte qu'il y a une vraie volonté de ce monsieur d'essayer de créer les conditions d'un rapprochement entre les différentes personnes. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs comment à un moment donné entre Kabila et Katumbi ça n'a plus vraiment matché. Bon, je crois que... Mais je pense que les relations se sont améliorées maintenant. Je pense que M. Tshisekedi, qui aujourd'hui est au pouvoir, a aussi un rôle particulier. C'est à lui de prendre des initiatives pour essayer de ramener les gens dans, je dirais, une sorte de bulle pour apporter au Congo ce qui doit être apporté aux Congolais. Bon, et donc... Là, vous faites allusion au dialogue ? Mais je pense que lorsqu'on est président, on a un devoir d'essayer de ramener toutes les bonnes volontés à soi. Et on a un devoir aussi de créer un esprit vraiment démocratique et de permettre d'offrir au peuple congolais la possibilité de choisir celles et ceux qui doivent gouverner le pays. Ici, on sait bien que constitutionnellement, il y a 2 mandats. Oui. Donc, je pense que jouer avec la Constitution n'est pas nécessairement de nature à encourager le peuple. Et donc, je pense qu'en tout cas, c'est une mise en garde que l'on doit faire. On ne peut pas juste faire semblant de n'avoir pas vu ça, ou de ne pas avoir vu ça, excusez-moi. Donc voilà, moi je plaide pour qu'on se parle et pour qu'on arrête de jeter des anathèmes. Vous savez, des condamnations à mort, des journalistes qu'on emprisonne. Moi, je pense que ce n'est pas bon. Et je pense que le président Tshisekedi comprend certainement cette difficulté-là. Donc, je souhaite en tout cas qu'il joigne le geste à la parole. Pourquoi ne pas... Pourquoi est-ce qu'un président, surtout élu, pourquoi est-ce qu'un président ne pourrait pas régulièrement inviter les chefs de l'opposition à échanger, à parler, à créer une sorte de conseil informel pour aider le pays? Moi, je pense que le pays aujourd'hui, un pays comme le Congo, a besoin d'unité, a besoin de coopération entre les différents courants politiques. Je pense que c'est ça dont il a besoin, donc je plaide pour ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui la Belgique soutient le régime de Kinshasa comme l'a affirmé Kabila? Je pense que je ne peux pas dire ça, je ne suis pas dans la tête des Belges. Moi, je pense que c'est extrêmement difficile. Écoutez, la Belgique, si elle parle avec les autorités congolaises, avec qui voulez-vous qu'elle parle? Elle ne sait parler qu'avec M. Tshisekedi. C'est pas pour ça qu'on est d'accord avec tout ce que M. Tshisekedi fait. Mais c'est quand même assez normal qu'on parle avec M. Tshisekedi. Moi, j'ai encore occasionnellement des contacts avec M. Tshisekedi aussi. Bon, alors, bien entendu, quand on a des contacts comme ceux-là, on essaye de faire passer des messages. Moi, mes messages sont toujours clairs. Seuls m'importent les Congolaises et les Congolais.
Je n'ai vraiment, je vous jure, je n'ai pas d'autre calcul que celui-là. Mais je vois qu'il y a dans les opposants, il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont des qualités qui sont réelles. Et donc, pourquoi se priver de l'expérience, du bon sens et, je pense,